Jacinthe Varel, as-tu écouté le débat de cet après-midi à LCN? Oui, absolument. C'était fort intéressant de découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas les 5 candidats, de pouvoir les découvrir à travers l'expression de leur vision pour la circonscription d'Arthabasca. Et c'était fort intéressant. Ceux qui l'ont pas vu, ben ils peuvent le voir en ligne, mais on a aussi un bel article là, dans le Journal de Montréal qui nous Mhm. décrit cet échange d'une trentaine de minutes où, franchement, ben l'enjeu de souveraineté est revenu assez fort en fin de rencontre et on voit que ça se dessine déjà là, pour les élections générales l'année prochaine. Je Ouais. pense que ce sera tous pour un et un contre tous sur l'enjeu de la souveraineté. Ben, il y a quand même plusieurs factions ou différentes visions, on va dire, là, autour de la souveraineté. Là, puis là, au risque de me faire lancer des tomates par les péquistes. Bon, il y a les péquistes, on connaît leur posture, mais je pense que, bon, François Legault est un ancien péquiste. Là, il a choisi une voie, un peu une genre de troisième voie, mais je veux dire, fondamentalement, je pense qu'il aime bien l'idée de Québec, un pays. Québec solidaire se revendique d'une certaine forme d'indépendantisme également. Éric Duhem, pas trop clair, là, t'étais plus proche de lui que moi. Est-ce que Éric Duhem, c'est un indépendantiste, fondamentalement? Ben, il y a une histoire, il y a une historique d'acquaintance avec Oui, ben les c'est pour ça idées que je te pose la souverainistes, question, ouais. absolument. Mais genre, Oui, il n'est pas mais question de faire dans... un référendum, là, si jamais, par un Non. drôle de hasard, le Parti conservateur était élu là, à la majorité. Je pense pas que ça soit dans les premières étapes Non, là, pour il est lui. assez clair à l'effet qu'en ce moment, les préoccupations sont complètement ailleurs. Il semble avoir abandonné cette idée, oui. J'avais Stéphanie Touga avec moi un peu plus tôt. Je sais pas si tu as eu l'occasion de nous entendre, mais Stéphanie disait le gagnant du débat, c'est Philippe Vincent Foisy. Là, elle disait ça à la blague. Mais sinon, comment, toi, as-tu trouvé qu'un ou une des candidates s'était distingué des autres? Comment as-tu analysé? Là, c'était rapide, là, on va se le dire, mais comment, au final, là, si tu analyses tout ce qui a été dit, qui ressort du lot? C'était très rapide. Je dirais que les deux favoris là, de la course sont quand même démarqués. Ils ont pris la parole un peu plus souvent, un peu plus férocement aussi. On a vu des échanges Hmm. musclés entre les deux. De là à dire qu'ils sont gagnants, pas absolument pas, mais les deux se sont bien fait valoir dans leurs propositions et dans ce combat là, qu'ils soutiennent depuis plusieurs semaines déjà. C'est aussi deux anciens animateurs, radio, Ouais. télé. On sent qu'ils ont aussi une facilité, une habileté à communiquer dans des clips, encore une fois, en format là, très court, très percutant, Ouais. mieux que les autres. Donc, tu penses pas que ça a fait changer le résultat ou en fait l'orientation de la course selon toi? C'était pas un moment marquant ou est-ce que ça pourrait faire changer certaines allégeances? Ben non, je pense qu'on est venu encore une fois jouer sur les mêmes tableaux. Du côté d'Éric Duhem, on a encore parlé de la bourse du carbone, de la taxe Mhm, carbone, mhm. qui a dit avec une belle pointe d'humour, appelez ça une chèvre si vous voulez pas appeler ça la taxe carbone. J'ai trouvé ça bien comique. Alex Boissonneau qui y va aussi d'attaque indirecte en disant que lui, il est là pour les bonnes raisons et que c'est toute une question de confiance envers le candidat. Alors, on voit les attaques, les couteaux sont bien aiguisés des deux côtés, mais il reste que, je pense pas que ça va faire changer l'opinion. Ceux qui détestent Éric Duhem continuent de le détester et ceux qui le supportent vont continuer de le supporter. Même chose pour Monsieur Boissonneau qui est le deuxième et vers qui là, les votes anti-Duhem risquent de se réfugier. Hmm. On a vu aussi là, que les trois autres candidats étaient quand même vraiment plus faibles à présenter leurs idées de façon avec assurance. Là. Ouais. Bon, il y a un premier exercice à tout. Là, faire un débat télévisé, ça demande quand même ça demande de la pratique. Oui, effectivement. Puis on sent quand même aussi, là, puis je veux pas refaire la conversation que j'ai eue un peu plus tôt avec Stéphanie Touga, mais que les trois autres candidats qui, entre nous, ont très peu de Mm. chances de l'emporter dans Arthabasca sont aussi juste moins, sont moins près du pouvoir, là, sont moins appuyés par le parti. Je veux dire, Éric Duhem, évidemment, il est là depuis longtemps, il connaît tous les dossiers sur le bout de ses doigts. M. Boissonneau aussi, là, très proche du chef. On sent qu'il est quand même bien supporté par le PQ. Les trois autres candidats, on sent qu'ils sont un peu sortis de nulle part. Est-ce qu'ils comprennent bien la stratégie en santé, en éducation, en Ouais. infrastructure? Je veux dire, Ouais. tu me demanderais à moi cette question-là, moi qui fais ça dans la vie, j'aurais
pas nécessairement les réponses au bout des doigts aussi facilement qu'un Éric Duhem qui baigne là-dedans 24/7 ou qu'un Alex Boissonneau qui baigne là-dedans 24/7. Donc, effectivement, il y avait une certaine asymétrie, je pense, dans le niveau de préparation des différents candidats. Puis c'est d'une certaine façon tout à fait normal. Ouais. Rapidement, en concluant entre nous deux, là, deux nouvelles là, qui m'ont moi aussi fait réagir aujourd'hui, Jacinthe. 400 millions de dollars auraient été octroyés à IBM en une période de 15 mois, dont un 100 millions là, qui a été annoncé hier, je pense. Ben oui. Ça commence à faire beaucoup d'argent quand même. Puis c'est une grosse partie de tout ça qui est en subvention en plus. Oui, 100 millions de dollars qu'on vient là, d'octroyer à l'entreprise américaine IBM. Mais là, ça va faire là, l'incohérence. Vous arrêtez, on fait la promotion d'arrêter de boire du jus d'orange sous prétexte qu'on encouragerait l'économie américaine. On dit aux touristes, restez au Québec, allez pas dépenser votre argent aux États-Unis. Mais d'un autre côté, on donne une subvention généreuse après une série d'autres subventions à une entreprise américaine. Où est notre cohérence dans notre développement économique? Je comprends que c'est pour une usine de semi-conducteurs qui est essentielle dans la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de production de plusieurs éléments nécessaires là, à notre époque. Il reste que ça pose des sérieuses questions et ça met en lumière l'interdépendance qu'on a avec les Américains. Il faut arrêter de jouer le jeu que ce sont nos ennemis ou que ce sont nos adversaires. Là. C'est la preuve qu'ils sont des partenaires économiques nécessaires. Est-ce que c'est une raison pour justifier d'octroyer des subventions généreuses comme ça? Absolument pas. Moi, je suis offusquée de ça, mais en même temps, je tiens à mettre en lumière cette incohérence majeure où on prétend, là, on se drape de bonne vertu de dire il faut cesser d'encourager l'économie américaine, surveiller votre panier d'épicerie, chers petits consommateurs, mais on prend vos taxes et on les donne à une entreprise américaine. Franchement. Ça reste bon. Je pense que la logique derrière ça, c'est que ce sont d'extraordinairement bons emplois dans la région de Bromont. C'est, je pense, plus de 3000 personnes qui travaillent là. C'est des salaires là, dans les 6 chiffres plus. C'est de la fine, haute technologie. Puis, encore une fois, je suis loin de moi l'idée de défendre de la subvention. Tu connais ma posture, mais juste la rationalisation qu'on fait à Québec et à Ottawa, c'est un peu ça. Puis, qui plus est, il y a une partie de ça qui est reversée là, aux universités de proximité. Sherbrooke, il y a des centres de recherche. Encore une fois, je pense pas que ce soit la meilleure façon de continuer à soutenir cet écosystème-là, mais il y a une certaine logique. Fred, Bastien? Avec des mots moins polis, là, il y a François qui partage votre indignation. C'est comme ça que je veux le dire, François. Merci, François. Restez authentique, s'il vous plaît. En deux mots, là, pour conclure, il y a un magnat de l'immobilier saoudien qui serait en train, là, et depuis quelques années, en train de mettre carrément la main sur de nombreux immeubles partout au Québec, partout au Canada. C'est assez étonnant. Puis là, j'ai fait des recherches ce matin là-dessus, Jacinthe, parce qu'il y a un moratoire sur l'achat de propriétés par des étrangers au Canada depuis 2 ans environ, justement dans une perspective là, de cesser la spéculation provenant beaucoup de la Chine, puis de certains pays du Moyen-Orient où il y avait beaucoup de liquidités, puis on utilisait l'immobilier canadien un peu comme une réserve de valeur. Apparemment, ce moratoire-là ne touche pas l'immobilier commercial. Donc, si vous êtes un étranger et vous avez des gros sous, des millions de dollars dans votre compte de banque, ben vous ne pouvez pas acheter une propriété, un condo, un penthouse, une grande maison à Westmount, mais vous pouvez vous acheter un centre commercial. Ça, par exemple, c'est permis. C'est assez particulier quand même de lire ça dans le journal ce matin, Jacinthe. C'est inquiétant et c'est préoccupant parce que le Journal de Montréal nous apprenait ce matin là, qu'un riche Saoudien est en train de devenir un des plus grands investisseurs immobiliers au Québec dans ses investissements en matière de propriété commerciale. Mais ces propriétés commerciales, elles vont être transformées. Il y a différents projets qui visent à être transformés en logements résidentiels locatifs. Alors, ça amène la question de la densification à tout prix. J'ai l'impression que nos maires font une grave erreur avec cette proposition perdante pour l'économie du Québec parce que notre sol ne nous appartient plus et ne nous appartient de moins en moins. On va devenir des locataires en plus grande proportion d'immeubles, de sols qui appartiennent à des intérêts étrangers. Et il faut se rappeler que même s'ils investissent chez nous via des trusts, des fiducies, via des entreprises enregistrées ailleurs, on est capable de faire sortir le profit du Québec. Alors, c'est très mauvais pour l'économie du Québec. Je trouve ça très préoccupant.
Il y a quand même aussi dans tout ça le magnat de l'immobilier québécois, là, Vincent Chiara, là, qui serait justement associé à plusieurs de ces investissements-là. Donc, effectivement, une affaire à suivre, là, certainement. Comme je dis, j'étais moi-même surpris pensant que ce moratoire là, s'appliquait à tous les étrangers, mais apparemment, il y a des manières, notamment via le commercial, là, de rester investi dans la belle province. Merci beaucoup, Jacinthe. On se retrouve demain.